Bienvenue en 2025, une année qui commence très fort pour les fans de MMA et pour les Français, on a déjà des combats officiels qui sont plutôt sympathiques. On a le 1er février 2 Français sur la carte, Fares Ziam et Nassourdine Imavov sont sur la même carte à Riyad, ce sera donc aux heures européennes qui plus est. Ziam prend Mike Davis dans un combat qui s'annonce une guerre technique debout, peut-être avec une petite dose intéressante de lutte. On en parlera, je te vois un peu hocher la tête, mais justement, il y a quelques intrigues sur ce combat. On a Nassourdine qui reste très actif. Il est à nouveau main event, à nouveau en 5 rounds, et ce sera contre l'ancien 2 fois champion de la catégorie, Israël Adesanya. Exactement un mois plus tard, donc le 1er mars, William Gomis s'attaque à un nouveau prospect en Haider Hamil, et on peut aussi s'attendre à Manon Fiorot pour la ceinture de Valentina Shevchenko, en espérant que ce soit sur le mois de mars ou avril. On en discute juste après l'intro. Yo, this is Dustin Poirier. Bienvenue à Fight Mind. sous Fight Mind. Bienvenue sur Fight Mind. Pousse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Nassourdine Imavov a fait un 2024 extraordinaire, sans faute sur 3 combats, 2 au profil. Il affronte donc Israël Adesanya, un combat mérité selon moi, sur 5 rounds. Ce dernier a été, comme je l'ai dit dans l'intro, 2 fois champion middleweight. Il n'a perdu que contre Strickland, Pereira, Blachowicz en light heavyweight et Dricus du Plessis. Que penses-tu de manière générale de ce combat, Brian? Bah écoute, moi je suis hypé, hein, ça me plaît beaucoup comme combat, combat de striker, donc En tant que fan ou en tant que fan de Nassourdine? Ou les deux? peut-être plus en tant que fan de Nassourdine, peut-être plus. Ah, ok, intéressant. Ouais. Après, oui, fan des deux. Bon, après, moi, j'ai toujours beaucoup apprécié Adesanya, mais ça n'a jamais été non plus, il fait pas partie de mes combattants favoris, tu vois. Ouais, j'y pensais d'ailleurs pendant la pause fin d'année. À un moment, il faudra aussi que tu dises quels sont tes combattants favoris, puisque les miens, on les connaît, mais les tiens, ça n'a jamais été annoncé. C'est toujours un mystère sur la chaîne. Mais Ouais. bref, donc Adesanya, tu aimes bien, ça fait pas partie de tes combattants préférés pour autant. Non, ça fait pas partie de mes combattants préférés. J'aime beaucoup sa manière de combattre, mais c'est pas quelqu'un qui m'influence plus que ça, et je me lève pas à 4 heures ou 5 heures pour le regarder combattre non plus. Ok, mais ouais, mais là, de toute façon, ce sera pas nécessaire, puisque ce sera plutôt en début de nuit, j'imagine. Ouais. Vers 23h, ça va se taper dessus, à mon avis. Je resterai éveillé alors, 23 heures, pour Imavov. Ouais. Ouais, pour Imavov, alors. Ouais, particulièrement. Mais non, c'est un combat très attendu. Je pense que, enfin voilà, effectivement, j'aurais préféré peut-être voir Imavov affronter un. C'est compliqué là. C'est vraiment le côté un petit peu légende vivante Israël Adesanya. Mais on va en reparler sur l'intrigue. Il y a quand même beaucoup d'interrogations, et les principales interrogations viennent du niveau de forme d'Israël Adesanya, hein. C'est pas du tout celui d'Imavov. Ouais, Imavov, on connaît sa forme, hein. Justement, il vient sur une belle série. Et Israël Adesanya, la complexité, en fait, c'est il a perdu pas mal de combats maintenant à l'UFC. C'est systématiquement pour un titre. Et c'est chaque fois contre des hauts profils. Et moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce combat, c'est... j'ai pas l'impression que Nassourdine puisse tirer le game plan d'un des 4. Il peut pas vraiment faire ce qu'a fait Pereira. Il peut pas faire ce qu'a fait Blachowicz. Il peut pas faire ce qu'a fait Duplessis. Et il peut pas faire ce qu'a fait Strickland. Par contre, probablement qu'il peut tirer des petits éléments de chacune des stratégies pour faire son game plan à lui et pour favoriser ses chances de victoire. Ouais. Ça reste un combat difficile, hein. Ouais. C'est un combat que j'attends parce que je pense que c'est pas un combat très très simple. Je pense que Israël Adesanya sera favori quand même. Mais officiellement, il est. Je pense qu'on a déjà fait une vidéo ressentie quand il y avait la rumeur. Moi, j'avais estimé 55-45 pour Adesanya, en étant le plus intègre que possible. Et je me demande si les codes de Paris, je vais aller regarder ça de suite sur unibet.fr. Et je pense que Unibet est un peu plus sévère envers Nassourdine. Ah ouais. Ouais. Voilà. 1,48 pour Israël Adesanya. Je connais pas encore par cœur, moi,
Ça fait 65-35. Ah ouais, tant que Presque ça. 65-35. Ouais, entre 60-40 et 65-35, mais plus proche du vache. 65-35. Bon, on enlève 5 points de pourcentage sur le fait que Israël Adesanya soit beaucoup plus connu Ouais. et peut-être un peu plus favori vis-à-vis des fans. Mais ah ouais. Ouais, le truc, c'est que tu regardes les défaites d'Adesanya, t'as Blachowicz qui a beaucoup utilisé la lutte et c'est dans la division du dessus. Dricus du Plessis qui a pas mal utilisé sa lutte aussi. Et je pense que les oddmakers, ne considèrent pas que ce soit un chemin de victoire pour Imavov. Il lui reste donc le chemin du pied-point. Et là, c'est du Pereira et du Strickland qui ont réussi à battre Adesanya. Et ouais, c'est pas du tout le même style, que ce soit l'un ou l'autre. Celui de Strickland est peut-être le plus reproductible par contre. Ouais, pression, attaque très linéaire. Ouais. Ouais. Beaucoup de volume. Ouais. Il a quand même un beau volume, Imavov, non? Alors, UFC Stats. Non, mais ça reste. Enfin, c'est pas du tout le même style, hein. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est pas du Non, tout non, le non, même non, style, mais ça reste quand même peut-être le plus. 4,51 de frappe qui touche à la minute pour Nassourdine. Si on compare à Strickland... Identique à Adesanya. Ouais, Strickland, c'est 6,01. Ah ouais, non, c'est vrai. Et Adesanya, 4. On est équivalent entre Adesanya et Imavov, en fait. Et sur la défense, c'est exactement la même chose. 3,20 et 3,21. Ouais. Moi... Vas-y. Ouais, vas-y. Est-ce que tu penses à la décision? Parce qu'on est sur du ressenti, là. Moi, pour moi, la probabilité la plus élevée, ouais, c'est un combat qui va à la décision entre deux. Ouais, pareil. Je pense aussi à une décision. Une décision, un combat... Très stratégique. Du côté d'Israël Adesanya, je pense que ça sera assez stratégique, ouais. Et pas stratégique dans le sens... non, peut-être pas... Calculateur. Voilà, calculateur, plus patient, prendre ses rounds. Je pense que du côté d'Imavov, il y aura un peu plus de volonté de percuter, tu vois. Ouais. De prendre les rounds, mais avec l'intention de faire mal. Je pense que c'est aussi un bon test pour Nicolas Hoth en tant que head coach. Sur la prépa, sur le game plan, parce que là, clairement, ça va beaucoup jouer dans la balance. Quand tu regardes les codes de Paris, je pense que c'est le premier combat de Nassourdine sous Nicolas Hoth où il est autant underdog, ce qui signifie que sur papier, tu dois venir avec une grosse stratégie pour gagner ton combat. Ouais, et ça fait partie du taf de Nicolas. Ouais, j'aimerais pas être à sa place parce qu'il y a du boulot. Ah ben justement, quand t'as pas de chemin de victoire comme ça... Ouais, c'est pas ça qui est fun. Bah si, mais... si t'as le temps. Et je pense qu'il va se taf, donner quoi. le temps. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de taf pour essayer de trouver tous les petits éléments, etc. Ouais, et l'autre élément qui est très intéressant, c'est les sparring partners. Comme on sait, Nassourdine, voilà, il est parti un petit temps au Kill Cliff, mais de manière générale, il s'entraîne chez Nicolas Hoth qui doit ramener des sparring partners parce que à l'inverse du Kill Cliff, il n'y a pas une panoplie de choix. Tu dois un peu les sélectionner et les faire venir. Donc, trouver quelqu'un qui est similaire à Adesanya, c'est pas facile. Non. Je crois qu'on en avait parlé dans une interview avec Nicolas Hoth et il y a quelqu'un qui avait commenté Sadi Boussi. Ça pouvait être une idée. Ouais, potentiellement, il faut un peu le même profil corporel et puis après, même un amateur qui est capable d'imiter le style, c'est déjà... Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Hein. Enfin, ouais, donc moi, pour en venir aux impressions, je vois un combat quand même assez difficile pour Imavov. J'espère qu'il ne va pas se retrouver avec un Adesanya trop fuyant et juste un petit peu à la touche pour prendre ses rounds. Ouais. Mais bon, je pense quand même que voilà, je pense quand même que c'est faisable, tu vois. Je pense oui, clairement. Il y a vraiment possibilité. Et encore une fois, on le dit souvent, mais quand tu as de l'extérieur, nous, on n'a que les derniers combats, mais je pense que quand tu as l'athlète à la salle, tu vois ce qu'il est capable de faire à la salle, tu peux clairement te projeter sur une victoire, tu vois, si tu as tous les éléments. Oui, je pense qu'en termes de compétences, il a de quoi développer un style et un camp pour aller chercher une victoire contre Adesanya. Et comme tu l'as dit, le facteur X, c'est
quel Adesanya on aura. Mais je pense que même la version Prime de Adesanya est prenable pour un Imavov. Très compliqué, mais c'est pas mission impossible pour autant. Non, c'est sûr. D'ailleurs, c'est mission impossible pour personne parce que je pense qu'il y a très peu de gens qui voyaient Strickland l'emporter contre Adesanya et il nous a tous surpris. Hein. Ah ouais, bah oui, clairement. Clairement. Donc, il suffit le d'un prono, gros c'est premier maintenant qu'on round. le fait. Le Non, prono, c'est maintenant. on peut dire un prono ressenti. Prono ressenti. Imavov, 3e round, étranglement arrière. Mieux que... Attends, Dricus, il l'a étranglé au 4e, c'est ça? Ouais. Damn, il ferait mieux que... Ou peut-être ferait même mieux au que 2e, Dricus. tu vois. Ok. Donc toi, tu penses que il viendra pour surprendre avec de la lutte ou que c'est plus opportuniste? Je pense qu'ils vont se donner quand même la liberté d'être opportunistes. Et voilà, je pense qu'Adesanya dans la cage est très grand, très... un peu un prestidigitateur comme ça, tu vois. Il a les mains, les trucs, il contrôle l'espace, il contrôle un peu la dynamique. Mais qu'une fois que tu as mis la main dessus, je pense que ça reste un mec qui vient pas du sol ni de la lutte, tu vois. Et quand tu as passé cette sensation, tu vois, quand tu prends un gars qui débute, tu vois, qui va être un petit peu tendu, qui va tirer fort comme ça, tu te dis, oh purée, qu'est-ce qui se passe? C'est pas souple, t'arrives pas à le mettre au sol, mais une fois que tu as passé cette barrière-là, c'est facile, tu vois. Ouais. Donc je m'attends à des phases de lutte quand même, et je pourrais voir ce que j'attends depuis longtemps, hein, même si, tu vois, on en a beaucoup parlé d'Adesanya, on l'avait repéré avant qu'il soit à l'UFC, on s'était dit qu'il irait à l'UFC, qu'il avait vraiment un potentiel incroyable, etc. Mais je pense quand même qu'il va continuer à être dévoilé sur ses manquements, et notamment sur sa lutte et son sol. Et je pense qu'on risque de le revoir encore nous. Ouais, je pense que c'est une théorie qui se tient. Le début de la fin d'Adesanya. Quelle est sa motivation réelle maintenant à continuer? Il a été 2 fois champion, une nouvelle route vers le titre. Je me mets à sa place avec la longue carrière qu'il a eue dans tous les différents sports. Il a même fait un petit détour en boxe anglaise et beaucoup en kickboxing. Ouais, je me demande réellement si la motivation est encore aussi grande que quand il était dans son chemin invaincu vers le titre. Et t'en parles très souvent. L'âge, le kilométrage, ça a un petit impact, mais ce qui a le plus gros impact, c'est la motivation sur les performances. Et il y a un élément aussi qui peut être intéressant. Tu vois, on a souvent vu que, une des particularités de MMA Factory, où a été formé notamment Nicolas Haute, il y a participé, il s'est entraîné il a donné cours, il s'est entraîné là-bas, mais Nassourdine, c'est qu'une de leurs particularités, c'était d'être capable de faire monter des strikers, notamment grâce à la gestion de l'espace dans la cage, tu vois, au déplacement. Et je pense qu'une des grandes influences pour le MMA Factory, pour Fernand Lopez, je pense que c'est un petit peu Israël Adesanya qui a été un des premiers strikers à être capable de se déplacer, d'avoir toujours de l'espace, tu vois, et de boxer en reculant, de mettre de la distance. Et donc je pense que ça pourrait être un petit plus pour Nassourdine Imavov, qui a dû s'entraîner avec des gars, des strikers qui étaient capables de beaucoup se déplacer et de ne pas pouvoir se faire lutter. Et quand tu comprends le fonctionnement de cette méthode, en tout cas, de ne pas avoir à défendre la lutte parce qu'on est toujours bien placé pour pas être dans le tunnel du lutteur, eh bien, quand tu comprends ce fonctionnement, tu es capable de pouvoir gérer aussi. Ouais, de le gérer, tu vois, et puis mettre un bâton dans le rouage, quoi. Ah, c'est pas mal. J'aime bien cette vision aussi. Une des grandes forces de Adesanya, ça a été ses déplacements. Et ceux qui ont réussi à contourner ça, on va dire, Strickland avec une grosse pression et du volume, Dricus du Plessis avec son côté bizarre, et Pereira avec de la patience et une grosse pression aussi, de prédateur. Ouais, ça fait partie des raisons de chacune de ces défaites. Ouais. Très intéressant. Plus tôt dans cette soirée, il y aura Ziam qui croisera le fer avec Mike Davis, dont on vous parle juste après la
pub. J'aimerais prendre un court moment pour remercier notre sponsor principal Unibet.fr. C'est grâce à nos sponsors que nous pouvons produire ce contenu et le mettre gratuitement à votre disposition en enlevant les ads sur les différentes plateformes. Unibet.fr est le site qui vous offre les meilleures cotes sur les combats de MMA. Au vu des dangers des jeux d'argent, on vous invite à vous inscrire uniquement si c'est avec une approche ludique et récréative. Budgétez et voyez ça comme une opportunité de vous renseigner davantage sur le sport qui vous passionne. Obtenez un free bet allant jusqu'à 100 € en passant par notre lien en description lors de votre inscription. Alors, le souci de Mike Davis, c'est qu'il a été inactif. Les gens le connaissent peu. Moi, je le trouve très bon. Je me souviens de lui parce que quand Mason Jones avait signé à l'UFC, j'avais pas mal d'attentes sur lui. Et son combat contre Mason Jones, si vous l'avez pas encore vu, allez le voir. Franchement, un gros banger, c'est un kiff à regarder. Ici, moi, j'ai l'impression que l'UFC a remarqué que Ziam progressait énormément et qu'il pouvait offrir des combats très divertissants selon l'adversaire qu'on lui propose. Donc, fini les PLS et bonjour au Davis. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ouais, moi j'avais une théorie un peu différente. Ils ont le même record à l'UFC, non? Ils ont 4 victoires et une défaite, c'est pas ça? Ah non, sur la dernière vague, non? Ouais, donc il a 4-1 à l'UFC, Mike Davis, 11-2 en carrière, et Fares Ziam, il a 16-4 en carrière, 6-2 à l'UFC, mais c'est vrai qu'il y a eu ce petit moment où on pensait que Ziam allait sauter, mais il est à 4-1 sur ses 5 dernières sorties, Fares. Ouais, un truc comme ça. Bon, je suis parti là-dessus. Ouais. Ça tient. Je crois que Fares est largement devant en termes de ranking, notamment grâce à l'activité. Et je pense que l'UFC a probablement remarqué que ça allait être un très beau combat pour les fans. Ah bah effectivement, et puis je pense que c'est intéressant pour les deux, tu vois. Donc Ziam, c'est un bon profil de. Toi, tu le définis, Mike Davis, tu le définis comment? Parce que moi, je le définis plutôt comme un lutteur grappleur, même s'il a un bon striking, tu vois. Mais je le vois plus comme un bon lutteur. Moi je le vois plus comme un striker initialement qui a développé sa lutte et son grappling suite à ses 2 défaites au Dana White Contender Series et contre Gilbert Burns. Ah ouais, parce que je trouve que sa lutte, elle est bonne, hein. Ah oui, clairement. J'ai regardé ses derniers combats, il a pas une formation en lutte, lui? Je pense vraiment que c'est quelque chose qu'il a travaillé sur le fil de sa carrière. Ah ouais. Ouais, d'ailleurs, si je regarde en fait, donc il a 7 victoires par KO, 2 par soumission, et il a une expérience en boxe anglaise. Donc, ouais, j'ai l'impression que c'est plus... quoique, pas mal de soumissions en amateur. Ground and Pound. Ouais, ce serait intéressant de se renseigner là-dessus, parce que moi je le vois plus comme un striker. Il a commencé la lutte high school, donc au collège, un truc comme ça. Un peu tardivement, quoi. Non, il a commencé, son background, c'est de la lutte. Ah, ok. Ah, alors t'as raison, autant pour moi. Non, son background, apparemment, c'est de la lutte. Effectivement, il a fait de la boxe, mais sûrement en 2016. Il a quel âge, ce type? Il est né en 92. Ouais, tardivement. Il a 3 ans de moins que moi, 32 ans il a. Non, il a commencé la boxe tardivement. Non, il a commencé par de la lutte, hein. D'accord. Quand je regarde ses combats, j'avais plus l'impression, mais j'ai plutôt regardé Mason Jones en fait. Et j'ai l'impression, contre Mason Jones, il acceptait vraiment le pied-point et puis les takedowns étaient plus de l'ordre du réactif que du proactif. Mais de qualité. Ouais, bah écoute, moi c'est vraiment dans sa manière de chaîner et tout sur ses combats que j'ai vu, je me suis dit, wow, le gars il est chaud en lutte, tu vois, t'as regardé contre Borchev en fait. J'en ai regardé les 2 derniers, ouais, Borchev et Lévy, ouais. Contre Borchev, c'était une démonstration de lutte. Ouais, non. Écoute, donc c'est pour ça, moi je trouve que je le vois plus comme un lutteur grappleur, mais il a un bon striking, mais pour moi, Ziam sera largement au-dessus en striking, tu vois. Ouais. Et donc moi je m'attends quand même à une opposition de style sur ce combat. Ouais, que les deux approchent ça comme une opposition de style, avec un Fares qui lutte défensivement, qui donne toute son énergie pour rester debout, parce qu'il sera meilleur, en étant attentif, parce que Mike Davis représente quand même pas mal de risques, hein, tant que tu restes debout contre lui. Et Mike Davis qui sera probablement contraint de chercher à taper ça au sol. Et pour moi, malgré ses absences, enfin le peu d'activité, je sais pas trop quoi penser de son manque d'activité. Est-ce que ça a joué dans la balance ou pas?
Mais moi, là, comme ça, de première impression, je vois vraiment un combat 50-50, tu vois. Ouais. Donc son inactivité, il devait combattre contre Drew Dober. Il a eu comme toi, je pense, torn bicep. C'est torn, c'était quoi encore? Enfin, peu importe. Il a eu une blessure au biceps. Mhm. 2022, il a eu 2 combats annulés. Une fois, c'est lui qui annule, une fois, c'est son adversaire. Il devait combattre contre Giga Chikadze. 2 fois, il s'est blessé. Ouais, donc c'est souvent lui qui se blesse. Hein. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, ça peut jouer dans la balance. Mais c'est vrai que sur papier, ça se rapproche d'un 50-50 selon moi aussi. Mhm. Très difficile, ça va être celui qui va imposer son jeu davantage. Ouais. En tout cas, moi, c'est vraiment un combat qui m'intéresse bien. Je pense que je serais... Enfin, je sais pas si je vais... Mais techniquement parlant et tout, on va dire que je m'attends à avoir un peu plus... Enfin, techniquement, non, c'est peut-être pas le terme. En termes d'action, tu vois. Je pense que ce sera le combat qui m'intéressera un peu plus que celui d'Adesanya Imavov sur la carte. Ouais, Je en pense que termes. je vais plus m'amuser à regarder ça. Mais je pense aussi que ce sera peut-être un peu. J'ai pas envie d'utiliser le truc moins stratégique, mais ce sera peut-être moins mesuré, moins calculé. Bah ouais, 3 x 5 déjà, donc Ouais, 3 x 5, un Faresiam qui revient d'une énorme victoire par KO, ouais, Mike Davis qui va vouloir prouver, et ouais. je pense que ça va aller à 100 à l'heure. Ouais, parce Je que pense tu que... regardes les stats de Mike Davis, il tape et il se fait taper plus de 5 fois par minute. Il claque presque un takedown par round en moyenne. Bon, alors son combat contre Borchev, ça joue beaucoup, quoi. Mhm. Et ouais, Ziam est peut-être moins actif statistiquement. Ouais, ouais, ouais. C'est lui qui va devoir un peu calmer le. Ah, quand tu as des différences statistiques comme ça entre 2 combattants, c'est un peu celui qui tire le combat vers ses stats qui crée un peu la dynamique dans laquelle il est le plus habitué. Donc Ziam devra potentiellement chercher à trouver un moyen de gérer l'agressivité naturelle de Mike Davis. Ouais. Et ça rend aussi le truc agréable à regarder. Là, il n'y a pas les codes de paris qui sont sortis sur ce combat-là. Hein. Mais non, parce qu'on sait même pas si c'est sur la carte principale. Tu sais quoi, j'ai regardé peut-être. Les early bet international. Ouais, à l'international. Faresiam. Non, il n'y a pas encore. Mhm. Il y a pas encore. Je suis très curieux, mais à mon avis, si ça penche d'un côté, ça penchera du côté de Ziam Ah oui? pour l'activité. Pour l'activité, à mon avis. Ouais, bah écoute, moi je t'avoue que je dirais ça aussi, mais je sens... Enfin, on verra, on verra. Ça Je pourrait sens être le qu'à fight of the night. l'international, Hein. Hein? Ça pourrait être le fight of the night, par contre. Je sais pas s'il y aurait. C'est dommage qu'il n'y ait pas de cote là-dessus, sur les fight of the night, sur des cartes. Ouais, ce serait vraiment pas Parce mal. que là, la carte, elle est vraiment pas mal, mais faut pas dormir sur ce combat. Je pense qu'il peut sortir du lot, malgré que la carte est énorme. Ah ouais, mais 100%. Hein. Moi, comme je te l'ai dit, c'est un... Sur les 2 combats, je pense que je vais être impatient de faire Ziam Mike Davis, parce que je pense que ça va vraiment, vraiment être bien. Les 2 combattants sont très, très bons. Mike Davis, ça fait longtemps quand même qu'on a un œil sur lui, même si... Ouais. Tu vois, il y a le nom qui sort, ça me dit quelque chose, ça, tu vois. Puis en Ouais. fait, ça fait 5 ans que tu le suis, mais une fois Mais en fait, tous c'est ça. C'est un nom que moi, je retiens justement depuis cette performance contre Mason Jones. Et donc, quand j'ai vu l'annonce de combat, je me suis dit, oh, il existe encore. Et, Ah ouais, ouais, idem. Ouais. Et par contre, je me suis directement dit, ouais, ça, c'est un gros banger, quoi. Non, ça va être vraiment bien. Haider Hamil, on passe à Ouais. lui. Ouais, il est à 2-0 à l'UFC. Il a été signé via le Dana White Contender Series, invaincu en carrière en 10 combats professionnels. Alors pour moi, gagner contre Brito et puis se taper à 1000, que seuls les fans qui suivent les prélims des petits Fight Night ne connaissent, ça me paraît être un genre de step back au niveau des rankings. Je sais pas si tu as une théorie là-dessus de pourquoi ce matchmaking. Écoute, moi je pense que c'est tu as le step back sportif, tu vois, Ouais. et puis bah tu as le step avec l'UFC, l'avancée avec l'UFC, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc effectivement, l'UFC elle s'en fout un petit peu du ranking. Elle veut avoir une sorte d'apparence sportive. On va essayer de mettre à peu près les mêmes profils.
ensemble, etc. Mais voilà, derrière, il y a une volonté financière et ce genre de choses. Et puis ils aiment bien aussi les compagnies men. Ouais. Et je pense que le combat a été proposé parce que, d'un côté, William Gomis, je pense pas que ce soit un combattant ils voient pas forcément de potentiel à développer. Ils ramènent pas des foules, etc. Je pense que Hamil, par contre, il peut avoir un petit profil comme ça, tu vois. Et donc, ils lui proposent des bourbiers, mais moi, je pense que ça va être intéressant pour lui vis-à-vis de la compagnie, entre guillemets. Et je pense que c'est pas un combat difficile. Moi, je pense qu'il est favorable. Hein. Les Je trois pense que combats William dont on le parle passe. ici, c'est William Gomis est le plus favori des Français. Ouais, je suis entièrement d'accord. Ouais. Je pense que William le passe, et je pense qu'il le passe, que ce sera plus facile que son combat précédent. Ouais. Et c'est ça le risque, c'est de le prendre trop à la légère parce que, genre, tu vois, si mentalement tu Non. dis, je viens de battre Brito, je dois me taper à 1000, ça va aller. Ça, ce je serait suis pas l'erreur sûr, à je suis faire. pas sûr. Je suis pas sûr. Non, je pense pas du Je pense tout pas qu'il qu'il fera va le ça. prendre à la légère. Je pense pas non plus. Mais je pense par contre que oui, c'est une bonne chose pour les relations avec l'UFC. Ouais. C'est le genre de truc, ouais, on va te faire combattre, on sait pas trop, tiens, on va te filer ça. Et tu réponds, ok, tu vois, il n'y a pas de discussion, c'est pas, ouais, mais il est pas bien classé. Tu Non, vois, tu facile à commences pas à faire manager, des tu trucs. vois. Ouais, c'est ça. Boum. Et après, L'inverse tu de peux Mokaev. arriver et te dire, écoutez, là, ça fait, il aura combien de victoires d'affilée s'il le passe? 5 5. 5 à l'UFC, il a 4-0 là à l'UFC. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, tu fais 5 victoires, tu vas pouvoir commencer à discuter, tu vois. Ouais. Tu vas pouvoir commencer à discuter et dire maintenant, je veux monter dans le classement. Et... Ouais, je pense qu'il y a justement peut-être de ça du côté de l'UFC. C'est autant moi j'aime beaucoup regarder les combats de William Gomis, autant le fan public cible de l'UFC n'aime pas trop factuellement les combats de William Gomis. Et donc il fait partie de ces profils un peu à la Belal et Dvalishvili, où l'UFC se dit si un jour ce gars-là doit être un contender, le seul moyen de le vendre, c'est s'il arrive à la ceinture avec une série de 10 victoires. Et moi, ma théorie, c'est ça aussi, c'est qu'ils veulent pas propulser trop vite Gomis dans le top 15, parce que s'ils le font et qu'ils continuent à gagner des décisions dont les gens se souviennent pas trop, et qu'il arrive à un title shot avec 7 victoires consécutives, voilà, ça vend pas autant que s'il en a plus. Et donc je pense que c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est un peu ralenti du côté de l'UFC de pas proposer des noms qui montent. Après, il y a plein de combattants, il y a plein de combattants qui tu vois, c'est Brendan Allen qui a eu 7-8 victoires d'affilée et qui est toujours même pas dans... C'est pas Ouais, ça. et puis qu'il y a eu Nassourdine, hein. Oui, il y a plein de combattants, des Américains, etc., qui passent le début de leur carrière dans les Fight Night, dans les cartes prélim, on n'entend pas parler, et puis ils débarquent de nulle part, et il a déjà gagné 7 fois l'UFC, tu vois. Ouais, c'est ça. Il y en a plein, donc c'est... Non, je pense que c'est pas trop un step back. Par contre, il y a un élément que je trouve vraiment important sur ce combat, c'est qu'on va être en garde fermée, si je ne dis pas de bêtises. Gaucher contre gaucher. Deux gauchers. Ouais, Hamil et gaucher. Et ça, pour moi, ça va être quand même une interrogation. Et c'est possible que quand on fera l'analyse un peu plus poussée, parce que là, j'ai pas trop regardé ce que... Oui, on est bien sur du ressenti. Hein, là, les gars, on n'est pas sur de l'analyse. Mais si vous imaginez William en train de boxer, hein, il sort beaucoup sur sa gauche. Il se déplace sur sa gauche pour absorber ses adversaires. Si vous voulez voir un petit peu, on en reparle souvent, mais le combat qu'il avait fait au Cage Warriors, il a fait que ça. Contre Arila, avec Akil, si tu veux. Mais voilà, il absorbe beaucoup. Mais une fois que tu es en garde fermée, c'est plus du tout la même chose, tu vois. Ouais. Et j'ai hâte de voir comment est-ce qu'il sera capable de pouvoir boxer et absorber un adversaire qui est dans la même garde. Ouais, d'autant plus qu'on est de nouveau sur un profil plutôt agressif. Ouais, agressif. Donc il va probablement vouloir le mettre sous pression, mettre beaucoup de volume. Il n'a pas beaucoup de... L'échantillon des combats de Haider est pas incroyable à l'UFC. Ouais, mais il en a au LFA. Hein. Oui, mais donc sur UFC Stats, je veux dire, il y a 3 combats et voilà, il touche ses adversaires 6.31 fois à la minute, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et le pire, c'est que son combat au Dana White Contender Series, qui est référencé, on va dire, c'était à très faible volume parce qu'il s'est fait blinder lutter contre Son Mez.
Donc il a frappé que 26 fois en 3 rounds. Donc ses stats ont sacrément augmenté sur ces 2 combats officiels à l'UFC. Donc ouais, c'est quelqu'un d'agressif. Par contre, beaucoup plus petit, hein, si je dis pas de bêtises, parce que j'ai regardé les... Moi, j'ai regardé aussi sa taille. 5-9. 1,74, j'ai vu. Ok. Et Gomis, il est... 85, non 83, avec un 85 de reach. Donc, Ouais, ouais. avantage de taille et d'allonge notable, on va dire ça, ouais. Notable, 8 cm pour le français. Mais ouais, donc moi je le vois favori, légèrement, enfin pas favori de dingue, hein, je pense que c'est un gros combat, je le vois légèrement favori. Par contre, j'ai quand même ce facteur X sur cette garde fermée et je pense que je vais regarder quelques combats de... Est-ce qu'il a affronté des gauchers? Si Voilà. William a affronté des gauchers, probablement. Comment il réagit face à des gauchers? Parce que c'est pas du tout la même approche. Non, parce qu'il a vraiment un très bon jeu en garde ouverte, et donc la question se pose. Ah ouais. La question se pose. Et sortir sur sa droite, je trouve que c'est pas toujours bien effectué de sa part. Bon. Du coup, c'est un bon test parce qu'encore une fois, si on part du principe que William Gomis va être construit avant d'atteindre le top, c'est plutôt pas mal qu'il affronte différents types de profils. Ce serait... L'UFC va pas le faire spécialement, ce serait bien aussi d'avoir quelqu'un de très mesuré. Parce que là, on lui met des gars agressifs pour assurer qu'il y a un peu d'action dans ces combats. Ouais, ça arrivera. Hein. Ouais, ça arrivera d'office. À un moment donné, c'est sûr et certain. Mais ouais, j'étais assez d'accord avec ça. Je trouvais... Quand le combat a été annoncé, j'ai trouvé ça dommage. Je me dis, tu bats Brito et puis tu dois regarder loin derrière un prospect encore moins connu que Brito, alors qu'il fait un bel upset quand même à Paris. Et après, je regardais, je dis, finalement, c'est un combat qui est favorable pour lui, je pense, vraiment. Je sais pas, quand toi tu dis petit favori, à quoi tu penses? Moi, je suis entre 60 et 65 à l'avantage de Gomis. Non. Moi, je suis pas à ce moment-là 55 Non, 55-60, tu vois. Ok. Non, il faut quand même mettre je pense pas, enfin, du respect entre guillemets, hein, sur son adversaire. Je pense que tous ses coups, il cherche à faire mal, tu vois. Ouais, ça c'est vrai. Tape fort. Et il en envoie. Ouais. Après, Brito, c'était le même profil. Et ça finit en split, tu diras. Donc, c'était chaud. Ouais, mais c'est un droitier. Et c'est un droitier. Ouais, et ça finit en split, tu vois. Donc, ça reste quand même... ça reste quand même serré. Non, je vois quand même un combat assez difficile, mais je pense que... Ah oui, il a fait LFA et Bellator, en fait. Ouais. Non, c'est pas un 10-0 construit au régional. Hein. C'est vraiment un solide. Ah ouais, pas mal. Intéressant. J'ai quand même hâte de le voir. Donc le 1er mars, c'est quoi comme carte encore exactement? Qu'est-ce qu'il y a sur cette carte? Ah, c'est Royval contre Cap. Avec Akparas contre Ibovic. Encore un chouette petit fight night là qui se construit. Johnson contre Temirov. Ouais, ça va être cool. On parle vite fait de Shevchenko contre Manon. C'est pas officiel, mais on peut partir du principe que ça va l'être. Bon, allez, on fait ça après un petit placement. Oko. Nous sommes fiers d'être ambassadeurs de la marque Oko Europe. Oko produit des gourdes filtrantes éco-responsables. Le filtre Oko traite l'eau pour la purifier et la rendre saine à la consommation. Polluants, pesticides, métaux lourds, mauvaises bactéries et autres contaminants sont efficacement filtrés. Cette gourde vous permet d'avoir accès à de l'eau de qualité à portée de main et même lors de vos voyages. La gourde de 650 ml est à 63 €, celle de 1 litre est à 69 €. Dans les deux cas, vous avez un filtre offert de 400 litres. Votre litre d'eau est donc à 17 centimes. Et oui, ça vous fera faire de sacrées économies, surtout sur le long terme. Une fois la gourde amortie, vos filtres pour 400 litres sont à 30 €, soit 7 centimes le litre. Et grâce à notre affiliation, vous avez encore 10% de réduction sur votre première commande avec le code FMOCO. Moins cher, moins de déchets, plus de facilité, plus sain. Rendez-vous en description pour le lien vers le site Oko Europe. Soutenez notre chaîne tout en mettant une priorité sur votre santé et celle de vos proches. Ok, Manon contre Shevchenko. Partons du principe que c'est officiel. Le seul stress qu'on pouvait avoir, c'était Weili Zhang qui aurait tenté le double champ. Elle est annoncée contre Tatiana Suarez. Donc là, la seule question à se poser, c'est quand. On sait que Manon est prête à signer le contrat, qu'elle cherche un peu Shevchenko sur les réseaux. Shevchenko a ouvert un compte OnlyFans. Ça va lui permettre de ne pas devoir gagner d'argent dans l'immédiat. Mais ça relève quand même de la question de sur quoi se concentre-t-elle?
Après, je suis pas allé voir le contenu. Hein. J'imagine que c'est du contenu plus comme Stipe Miocic qui tourne autour vraiment du MMA. Je vois pas Shevchenko faire. Enfin, j'en sais rien en fait. Je vais pas juger. Je sais pas, en tout cas, oui. Je pense que non, je pense qu'elle arrivera. Je pense qu'elle arrivera à 100%. Tu vois, je pense que là, sur ce combat-là, sur le ressenti, eh bien, faut vraiment voir le truc comme compétence vs compétence, tu vois. Ouais. Et pas essayer de trouver un petit peu, est-ce que à cette période-là, fin de carrière, dernier combat, est-ce qu'elle va être un peu moins? Non, je pense que là, clairement, tous les indicateurs. Autant Adesanya, on peut se poser des questions. Ouais. Autant Shevchenko, elle vient de récupérer sa ceinture. Je crois que la motivation est toujours là. Et elle est allée chercher sa victoire contre Grasso. Elle est venue bien préparée, elle avait une bonne stratégie pour gagner, et moi c'est ce que j'avais dit à Aldric. Le mot effrayant n'est pas le bon, mais ça la rend plus complexe, ça rend l'énigme plus difficile à résoudre. Le fait qu'elle soit venue avec une grosse stratégie avant, on la voyait peut-être comme plus une adversaire très violente qui fait peur parce qu'elle peut mettre un KO comme elle a mis à Jessica Eye. Mais là, elle a prouvé qu'elle était aussi capable de rentrer dans une cage juste pour gagner, sans en avoir quelque chose à faire du public, malgré qu'elle soit à la sphère. Ouais, clairement. Hein. Et ça, d'un point de vue stratégique, je pense que ça rend le combat plus challenging pour le camp Boxing Squad. Ouais, je sais pas. Je sais pas si ce sera plus challenging, tu vois. Je pense qu'il l'aurait abordé, qu'elle soit moins calculatrice ou pas, je pense qu'ils vont l'aborder de la même manière, tu vois. Ouais, c'est analyse des forces, analyse des faiblesses, en gros, d'un côté et de l'autre, et voilà. comment matcher tout ça. En gros, ce qui pourrait être inquiétant, c'est si Manon n'était pas comment je peux dire ça sans une solide. Elle est à 57, c'est ça, hein? Ouais, une solide 57. Flyweight, tu vois, une solide 57. Donc elle est costaud pour la division. Ouais. Je pense que elle fait partie des grosses Cutteuses, tu vois, elle cut beaucoup et donc elle est très imposante. Ouais. Donc je pense qu'il pourrait s'inquiéter si ce n'était pas le cas au niveau de son physique. Je pense qu'il pourrait s'inquiéter si elle se retrouvait trop facilement sur le dos, tu vois. Ouais. Effectivement, avec quelqu'un qui peut mettre au sol, bloquer le combat juste pour prendre son round, comme elle l'a déjà fait, ça pourrait être inquiétant. Mais je pense pas que ce soit le cas pour Manon. Je pense pas que ça va être inquiétant de ce côté-là en soi. Ouais, donc pas de ce côté-là. Est-ce que tu as quelques inquiétudes pour Manon? Non. Je pense, moi, j'ai pas trop d'inquiétude. Hein. Je pense que ce combat-là, je la vois favori sur ce combat. Ah ouais, je pense. Je la vois favorite. Je pense qu'elle a montré que sa défense de lutte était là. Maintenant, encore une fois, la défense de lutte où ça a été assez impressionnant, c'était contre Rose Namajunas, qui n'était pas une grosse 57, quoi, qui faisait son premier combat après strawweight. Ouais, et contre Blanchfield. Et Erin Blanchfield. Alors là, je sais pas si c'est vraiment la lutte défensive qui a parlé, c'est plus le positionnement et le fait d'empêcher les angles, comme tu dis, de s'installer dans le tunnel du lutteur. J'allais regarder. Je trouve que ça manquait un peu de timing, donc je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'activité sur. Et puis Erin Blanchfield, je pense pas qu'elle ait le niveau de mise au sol Ouais, pro MMA, tu veux dire. Ouais, c'est une très très bonne grappleuse, mais je suis pas sûr qu'elle soit si bonne lutteuse, tu vois. Ouais, en tout cas, UFC Stats veut pas me donner le nombre de tentatives d'amener au sol de Blanchfield sur Manon Fiorot. On ne le saura pas. Donc non, moi j'ai pas trop d'inquiétude sur ce combat, tu vois. Je pense qu'elle va pas. Non, elle en a tenté que 3. 0 sur 3. Donc Blanchfield a vraiment pas trouvé l'angle pour chercher une entrée en lutte. Toi, tu vois un combat serré? Moi j'étais plus sur un 55-45 Manon, donc je donne Manon favorite, mais je le vois. Quel chemin de victoire tu vois pour Shevchenko? Pour Shevchenko, ouais.
Pour moi, les deux ont les mêmes chemins de victoire. C'est celle qui va réussir à s'imposer de manière générale. Je pense que l'une comme l'autre peut poser problème en pied-point. Shevchenko a un très bon timing, très bonne contreuse, donc elle peut surprendre là-dessus. Elle peut prendre ses rounds en touchant plus net. Manon aura peut-être une meilleure vitesse et plus de volume. Donc c'est pour ça que je penche sur le 55-45. Ah ouais. Moi, je pense qu'elle a une meilleure vitesse d'exécution. Peut-être pas un meilleur timing, mais une meilleure vitesse. Le coup d'œil de Valentina Shevchenko, ça fait partie des meilleurs coups d'œil de la division et voire des femmes de manière générale de l'histoire de l'UFC. Et les mises au sol réactives, je pense que tu peux vite avoir un round qui passe parce que voilà, t'as une situation dans laquelle t'as une amenée au sol réactive et on sait pas trop, tu vois. Manon, on sait de Aldric qu'elle travaille très très bien de son dos, mais quand t'es face à quelqu'un qui veut juste te bloquer, un round peut vite passer, tu vois. Quand t'es face à la championne du monde, tu vois, c'est... Ouais. Tu peux être très très bon sur le dos, mais... Elle est très bonne en top control aussi. Oui, mais à l'entraînement, en France, avec des profils. Il faut voir aussi ce que c'est si tu es mis sur ton dos face à du top niveau. Ouais. Moi, je doute pas qu'il y aura pas de problème, tu vois, mais effectivement, à moins qu'elle soit entraînée avec d'autres championnes du monde, mais je pense pas que ce soit le cas, tu vois. Tu peux aussi, ça fait partie des inquiétudes que tu peux avoir, te dire qu'est-ce que ça va donner le jour où tu tombes sur ce qui se fait de mieux en féminin, quoi. Ouais. Et justement, question que tu m'avais posée pour Adesanya contre Imavov, mais ce combat, tu le vois aller à la décision? Ouais, je pense que ça va aller à la décision. Je pense que c'est un combat qui va aller à la décision et je vois Manon s'imposer à la décision. Ok. Prendre les rounds, rentrer, sortir, toucher, rentrer, sortir. Je pense que Valentina a tendance de temps en temps à faire des erreurs. Et ça, par contre, il faut les exploiter. Donc, je pense qu'elle les exploitera aussi, tu vois. Des erreurs de placement ou des mauvaises évaluations. Enfin, bon, on l'a vu, hein, elle a perdu sa ceinture sur une bête erreur, tu vois. Ouais. Et elle en a fait dans la revanche. Hein, et elle en a fait dans la revanche. Et ça doit être puni, et ça doit être puni directement. Et donc, je pense que Manon, la moindre erreur que fera Valentina, elle va l'exploiter. Ouais. En tout cas, elle doit être prête à ce qu'il y ait des erreurs quand même de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Elle doit être réactive pour pouvoir capitaliser dessus, puisque encore une fois, je pense que les rounds peuvent être relativement serrés. Ça peut être un combat assez mesuré. Il y a des petites mauvaises habitudes chez Manon qui peuvent me donner des doutes, tu vois. Quelle habitude? High kick jambe avant? Ouais, elle se fait toucher sur des high kicks gauche. Ou sur des crochets gauche. Donc, quand elle envoie son high kick jambe avant. Ah non, pas quand elle l'envoie, quand son adversaire. Ah oui. Je crois qu'elle se fait toucher par Chukagen sur un high kick gauche. Il faut que j'aille revoir, mais il me semble que de temps en temps, sur des sorties de clinch, il y a le côté droit de Manon qui est ouvert. Et face à une Shevchenko, ça peut faire peur. Pas pour un finish ou quoi, mais tu sais, sur des rounds serrés, il suffit de 2 rounds où tu as une frappe qui touche bien. Et un round où, comme je disais, ça va au sol et puis ça maintient au sol, le 48-47, ça arrive assez vite, quoi. Donc c'est pour ça, moi je me positionne plus sur un 55-45. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'elle se méfie aussi de la lutte à la cage. Je pense que Valentina pourrait aussi vouloir mettre à la cage, bloquer et travailler au clinch, tu vois. Comme tu l'as dit pour les sorties de clinch, mais face à un adversaire qui rentre, qui sort, qui se déplace beaucoup, parfois tu as besoin de le coincer à la cage pour pouvoir reboxer derrière. Ouais, il y a l'expérience qui joue aussi, hein, du côté de Shevchenko. Elle a combattu contre un peu tous les types de profils et donc elle a une méthode face à tous ces profils. Et donc effectivement, quelqu'un qui travaille beaucoup en in and out, beaucoup linéaire. Il y aura probablement low kick, pression et bloqué à la cage qui feront partie de son jeu. Ouais. On verra. En tout cas, ce sera intéressant de pouvoir faire l'analyse en temps voulu. On a fait le tour. En tout cas, les 3 combats qui sont officiels et le 4e combat qui devrait arriver à officialisation, je suis très content, moi, personnellement. Et ils me motivent tous à être vus. Principalement Davis contre Ziam. Ça, c'est vraiment celui qui sort du lot. Ouais, entièrement d'accord. Dans l'ordre, c'est celui-là. Après Imavov.
Et puis après, je pense. Bah, après, voilà, vu l'enjeu de Manon contre Shevchenko, c'est difficile de dire que ça va pas Non, partie non, du top aussi. bien évidemment, hein, mais c'est pareil, hein, vu l'enjeu de. Mais si je mets dans l'ordre des combats, je pense qu'ils vont être fun à regarder, tu vois. Ouais, c'est ça. Sur le côté fun à regarder. Voilà, fun à regarder. Ouais. Après, sur l'intérêt du combat, je mets Manon en premier, je Oui. mets Imavov en Imavov en deuxième, deuxième, ouais. et puis Les deux autres à égalité. ouais, égalité. C'est un peu la même chose, Ça hein. reste des combats de championnat juste pour monter dans le classement, tu vois. Ah oui, là, une victoire tout d'un cas, côté sur- comme de l'autre, tu te rapproches du top 15. Hein. Mais forcément, hein, dès que tu as des combats qui sont beaucoup plus stratégiques, où c'est un cheveu près que ça passe, des fois, c'est un peu moins la guerre. Hein. De fait. Mais ça ne les rend pas moins intéressants à Non, regarder. du tout. Brian, un tout grand merci. Content d'avoir repris l'année 2025, même si c'est pas dans le meilleur état de mon côté. On s'entend mardi. Ciao, ciao. On s'entend mardi. Ciao tout le monde.